Que ce soit sur les grands écrans, sur les plus petits, sur les pages d'un comics, sur ma GameCube ou sur mon slip, les super-héros ont toujours fait partie intégrante de mon quotidien. Depuis ma plus tendre enfance, ils n'ont eu de cesse de m'émerveiller, enfin pas toujours, et m'ont accompagné à travers les âges. Mais s'il y en a bien un qui aura marqué ma vie de cinéphile, c'est bien Batman. Bah, sauf que j'en ai déjà parlé, donc je vais dire Spider-Man. Bien que le personnage créé par Stan Lee et Steve Ditko soit apparu dans le comics Amazing Fantasy paru en 1962, ma première rencontre avec l'homme araignée s'est encore une fois faite par l'intermédiaire de sa série diffusée sur TF1 dès 1996. Une série parmi tant d'autres depuis celle de 1967, et pourtant c'est bien cette version des années 90 qui m'aura marqué, enfin moins que celle sur Batman, moins que Pokémon aussi, et moins que Yu-Gi-Oh! Elle ne m'a pas marqué tant que ça finalement. Contrairement à sa première apparition au cinéma en 2002. En France, il s'agit de la 4e incursion de l'homme araignée sur grand écran. En effet, la série The Amazing Spider-Man avait été diffusée au cinéma sous la forme de 3 longs métrages en 1978. Ouais, enfin, c'est quand même vachement mieux quand c'est moi qui raconte, hein. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas ta chaîne. Devant la caméra de Sam Raimi, Tobey Maguire porte le costume à merveille face à un Willem Dafoe iconique en bouffon vert. Véritable succès critique et commercial, ses aventures se poursuivront avec Spider-Man 2, qui aura certainement le droit à sa suite au top, et Spider-Man 3, pour lequel je n'arrive toujours pas à me faire un avis 16 ans après sa sortie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager le vôtre en commentaire, c'est pour l'amour du référencement. Je veux dire, c'est pour l'amour du cinéma. Toujours est-il que ce 3e opus signale la fin de l'ère Sam Raimi. Du coup, reboot en 2012 avec une saga de 2 films mettant en scène les aventures de Peter Parker, interprété par le formidable Andrew Garfield. 2 films découverts au cinéma dont je n'explique toujours pas l'accueil si négatif, surtout pour le destin d'un héros qui a visiblement autant satisfait que le dernier Twilight. C'est-à-dire pas grand monde. Du coup, reboot en 2017 avec une saga de 3 films mettant en scène les aventures de Peter Parker, interprété par l'acteur Tom Holland. Annoncé dans Captain America Civil War, j'ai découvert cette trilogie à la sauce Marvel au cinéma et... Suite au leak qu'a connu Sony Pictures en 2014, le studio annonce lui aussi son reboot avec un film d'animation, Spider-Man Into the Spider-Verse, qui sera reporté à de multiples reprises jusqu'à fin 2018, ce qui n'est jamais bon signe. On est d'accord, tu essayes d'instaurer un suspense dans une chronique qui s'appelle La suite au top. D'ailleurs, c'est pas vraiment une suite. Eh bien, si on se réfère au titre français du film, qui d'ailleurs perd sa signification originale tout en conservant une consonance anglaise, mais bon bref, New Generation signifie nouvelle génération, ce qui induit qu'il y a bien eu une ancienne génération, et par conséquent une notion de continuité. C'est ton seul argument? Non, il y a aussi la présence de très nombreuses références au Spider-Man de Sam Raimi dès l'introduction, et pas seulement que des moments glorieux, nous laissant ainsi supposer qu'il pourrait s'agir du même Peter Parker. Donc ça reste des suppositions. Oh et puis merde, hein, après tout je fais ce que je veux. Générique. En se basant sur le 4e Ultimate Comics Fallout de Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli publié en 2011, Spider-Man New Generation s'éloigne du personnage de Peter, que l'on connaît par cœur, pour nous conter les aventures de Miles Morales, un jeune lycéen dont la vie se voit bouleversée le jour où il se fait mordre par une araignée radioactive. Confronté à une terrifiante menace, il apprendra à contrôler ses pouvoirs afin de devenir Spider-Man, puisqu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça valait la peine de changer de héros? Certes, sur le papier, cette trame ne paraît guère originale et peut faire penser à Spider-Man ou à The Amazing Spider-Man, voire à de nombreux films de super-héros, mais la résumer à une énième origin story serait réducteur tant elle propose une histoire originale pleine de rebondissements et d'émotions, avec en son cœur une galerie de personnages qui, comme l'araignée, sont des êtres bien singuliers. À l'image de Miles Morales, l'antagoniste principal reflète une nouvelle fois cette envie de s'affranchir des précédentes adaptations. En choisissant le Caïd, davantage associé à l'univers de Daredevil, ce Spider-Man relègue au second plan les vilains les plus emblématiques de la franchise. Une audace bienvenue tant le personnage s'avère terrifiant, et ce grâce à une écriture s'éloignant des clichés manichéens. En effet, celui-ci est prêt à tout pour mettre à exécution son plan, non pas guidé par une quelconque folie guérissable grâce à un antidote, Quelle idée! mais parce qu'il est rongé par le désespoir depuis la disparition de sa femme
de son fils. Des êtres aimés qu'il compte bien retrouver, même si pour cela il doit aller les chercher dans un autre univers et mettre en péril toute l'humanité. En plus de créer une certaine empathie pour le personnage malgré sa cruauté, l'ouverture des dimensions est ici pleinement justifiée par cette backstory et non issue d'un prétexte bancal. Comme quoi, c'est pas si compliqué. Un élément perturbateur qui, outre ce léger traumatisme, marque le début d'une aventure bien plus haletante qu'une simple origin story, celle du Spider-Verse. Afin d'arrêter les plans du caïd, Miles pourra compter sur le soutien de 5 variantes de Spider-Man, tous issus de comics, même si selon moi Peter Parker provient en réalité d'un autre film, et pour ça j'ai un argument en béton. Mon intuition. Chacun d'eux ayant leur propre identité, appuyée par leur tempérament et par leur esthétique unique. Néanmoins, ils n'auront pas tous le droit au même traitement, le long métrage se concentrant principalement sur le personnage de Gwen Stacy, chez qui Miles trouvera une fidèle alliée et amie, et surtout sur celui de Peter Parker. Mais pas vraiment le Peter Parker que l'on connaît. Démotivé, mélancolique, acariâtre, bref au bout du rouleau quoi, ses qualités ne sont pas vraiment les premières choses qui sautent aux yeux, et pourtant Miles verra en cet homme un mentor. Par défaut. Et un mentor, il en aura bien besoin dans cette aventure pleine de rebondissements, chacun d'eux étant une épreuve pour le jeune homme qui devra faire face à la trahison, à la déception, à la solitude, au deuil. Au fil de ce récit, les deux Spider-Man vont peu à peu tisser des liens. Normal pour des araignées. J'ai bien aimé ta blague. Merci Gwen. En fait, elle était pas drôle. Hello, darkness, my old friend. Ils apprendront l'un de l'autre pour, combattre le caïd et sa bande évidemment, mais surtout pour combattre une toute autre menace, eux-mêmes. Des moments suspendus au milieu d'un film qui file à vive allure pour atteindre un parfait équilibre entre l'intimiste et le spectaculaire. Ainsi, Peter apprendra qu'il est parfois nécessaire d'échouer pour avancer, tandis que Miles deviendra sa propre version de l'homme araignée, arrivant à la conclusion que l'on peut tous être Spider-Man. Alors que non. Enfin, je veux dire, je me suis déjà fait mordre par une araignée. Oui, merci, super intéressant. Le message est certes porteur d'espoir et d'optimisme, mais il faut avouer que de la part de Miles, cette morale laisse le spectateur sur sa faim tant elle paraît convenue après tant de créativité. Une créativité que l'on doit au talent de Ronny Rossman, qui est également co-réalisateur, et à celui de Phil Lord, dont je ne peux vous parler sans évoquer Chris Miller, les deux hommes étant inséparables depuis leur rencontre en 1988 sur le plateau de la série Caroline in the City. Ensemble, ils scénarisent un épisode de la série Zoe Duncan, Jack et Jane, puis ils lancent leur propre série d'animation, avant de librement adapter sur grand écran Tempête de boulettes géantes, un petit bijou d'humour absurde, et ça tombe bien, car j'aime rire. Un humour que l'on retrouve dans la réalisation de 21 Jump Street, et également dans sa suite, mais surtout dans la grande aventure Lego, chef-d'œuvre de l'animation où tout est super génial. Le film se joue intelligemment de l'aspect mercantile pour nous livrer une aventure grandiose. D'où le titre. Il nous fait voyager à travers différents mondes et se ponctue par un final renversant, confirmant qu'avec Lego, En avant les histoires. ses succès attirent alors l'attention de Disney qui leur confie la réalisation de Solo Star Wars Story avant de finalement les remplacer en plein milieu du tournage par Ron Howard. Une bonne idée de plus. Au vu de cette filmographie, il n'est guère étonnant de retrouver dans ce Spider-Man un humour d'une grande richesse, que ce soit dans les échanges entre les personnages, dans ces situations souvent en rupture de ton avec la séquence, ou encore dans ces nombreux clins d'œil à l'univers de l'araignée qui récompense les spectateurs qui ont la ref sans pénaliser ceux qui ne l'ont pas. Un respect de l'œuvre que l'on retrouve dans cette approche esthétique, véritable hommage au support d'origine et parfaite symbiose entre la bande dessinée et l'animation. En s'éloignant des standards de l'animation 3D instaurés depuis un certain Toy Story, Spider-Man New Generation ne se contente pas de créer sa propre identité, il est une véritable révolution visuelle. De par ce mélange entre images de synthèse et dessins faits à la main, dont mon talent n'a rien à leur envier, le film se rapproche de son matériau d'origine avec son esthétique unique qui se démarque du rendu lisse caractérisant certaines grosses productions de l'animation. L'hiver s'installe doucement dans la nuit. Non, l'hiver est passé, merci. Une démarche que l'on retrouve dans la colorimétrie de ce Spider-Man, puisque le film a recours, ou du moins en donne illusion, à la quadrichromie. Comme les 4 couleurs primaires. La quadrichromie est un procédé d'imprimerie permettant de produire par synthèse soustractive. Fait simple. En gros, c'est la superposition des teintes élémentaires et du noir afin d'obtenir une large gamme de couleurs. Un procédé repris par le Bandai, cette technique d'impression tramée par ligne de pointe qui, de par sa rapidité et son faible coût de production, caractérise les comics des années 50 et 60. Une technique magnifiée dans ce Spider-Man, celui-ci offrant une explosion de couleurs tantôt éclatante, tantôt d'un noir profond, et exploitant même ses limites comme ses défauts d'alignement dans la séparation des teintes qui, au-delà de la beauté visuelle qu'il confère à la scène, crée un point d'attention pour le spectateur. En plus de l'esthétique, le long métrage emprunte également différents éléments aux comics et compose certaines scènes comme de véritables planches animées avec ses cases, ses onomatopées ou encore ses phylactères. C'est un insecte? Non, ce sont ces petites bulles de texte qui nous permettent de connaître les pensées du protagoniste, renforçant davantage le lien entre le film et le comics,
comics, mais aussi celui entre le héros et le spectateur. Ainsi, chaque image de ce Spider-Man aurait parfaitement sa place au sein d'un comics, même celle issue de scènes d'action, les mouvements étant animés grâce à une technique appelée le smear, dont je n'ai pas trouvé de traduction adéquate. Contrairement à l'animation traditionnelle où le flou de mouvement résulte d'une décomposition sur plusieurs images, il est ici reproduit par étirement ou répétition rapide entre deux images clés. Une technique bien plus dynamique qui renvoie directement au premier cartoon, accentuant le parallèle entre ce Spider-Man et les œuvres qui l'ont précédé. Afin de générer cette illusion du mouvement, le cinéma utilise une cadence de 24 images par seconde. Un standard historique, au-dessus duquel se trouvent les films en HFR et en dessous duquel se trouvent les jeux Pokémon. Et c'est justement avec ce manque de fluidité que joue habilement ce New Generation. Là où Peter possède une animation fluide, celle de Miles semble plus saccadée, la faute à des mouvements décomposés sur deux images, soit une fréquence de seulement 12 images par seconde. Cette différence permet de retranscrire à l'écran son manque d'agilité, ce costume étant bien trop grand pour lui. Un manque qu'il comblera au fil du récit, retrouvant peu à peu une animation classique. Alors certes, pour savourer un tel niveau de détail, il faut avoir un regard aguerri. Je l'ai appris dans le making-of. Mais même inconsciemment, celui-ci impacte la vision du spectateur, accentue les progrès du héros au-delà de son arc narratif. Avec ce Spider-Man, les animateurs de Sony Animation nous offrent un film semblable à aucun autre de par son aspect visuel novateur, que le studio ne tarda pas à breveter, mais surtout car il sublime le travail de l'animation. Celle-ci ne sert pas uniquement à mettre en image une histoire, elle permet d'en accentuer le propos. J'ai souvent entendu que la perfection n'existait pas, Alors que bon. et si en termes d'esthétique cela dépendra avant tout des goûts et des couleurs, même si bordel qu'est-ce que c'est beau, la réalisation quant à elle semble clairement la tutoyer. Top shot, split screen, time-lapse, la mise en scène est riche d'une grande diversité de plans qui, au-delà de leur esthétique attrayante, reflètent la volonté de retranscrire à l'image toutes les émotions que dégage le scénario. Que ce soit par le choix du cadre, par les mouvements de caméra, voire par leur absence, le hasard n'a pas sa place dans ce long métrage et leur parfaite exécution témoigne du savoir-faire de son trio de réalisateurs. Oui, enfin, ils font leur métier, quoi. Certes, mais ils le font bien, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il n'est donc guère étonnant de retrouver des metteurs en scène expérimentés comme Peter Ramsey, storyboarder sur d'excellents films, mais pas que, et surtout réalisateur du sous-estimé Les 5 légendes, Bob Persichedi, animateur chez Disney, storyboarder pour DreamWorks ou encore co-scénariste de l'excellente adaptation du Petit Prince que je vous conseille de regarder avec des mouchoirs. Parce que c'est triste, évidemment, hein. J'aurais même pas dû me justifier en fait. Et Ronny Rossman. Parmi toutes ces idées de prise de vue, je retiens principalement ces moments où la caméra s'aventure librement autour des protagonistes sans le moindre cut, les plans séquences. Outre le fait que je suis particulièrement sensible à ce genre de mise en scène, On s'en fout. chaque plan séquence est ici parfaitement chorégraphié. Ainsi, les scènes d'exposition servent à poser l'environnement dans lequel évolue Miles, les scènes d'action sont spectaculaires et profitent de la caméra virtuelle pour s'affranchir des limites du cinéma traditionnel, bien que celles-ci tendent à disparaître avec les progrès en matière de FX, enfin ça dépend du... Et les scènes de voltige à travers les buildings procurent une sensation de liberté rarement ressentie avec l'homme araignée, si ce n'est dans ce film qui, pour rappel, a la même note que le dernier Twilight. Je m'en remets toujours pas. Toutes ces scènes s'enchaînent à un rythme effréné, donnant davantage de poids à ces somptueux instants contemplatifs, dynamisés par des transitions inventives comme des cuts, C'est original. des enchaînements plus subtils ou encore ces effets renvoyant une fois de plus au support d'origine, et par une excellente bande-son. Avec son ambiance hip-hop, celle-ci trouve là encore le parfait équilibre entre des musiques connues et les compositions originales de Daniel Pemberton, en particulier le thème du rôdeur qui confère un petit côté anxiogène à ses apparitions, même si je garde une petite préférence pour celle de The Amazing Spider-Man 2, vous savez, ce film-là. Je fais chialer. Alors qu'il y avait de quoi être rebuté par tant de reboots, Spider-Man New Generation signe certainement la meilleure aventure de l'homme araignée sur grand écran, même si j'hésite encore avec Spider-Man 2 et pas du tout avec No Way Home. Entre son récit qui en exploitant le multivers prend une toute autre dimension, ses visuels dignes des plus beaux comics et sa réalisation qui se réinvente à chaque plan, le long métrage est tout simplement une œuvre sans le moindre défaut. Arrête de mentir. Bon, c'est vrai que l'on pourra lui reprocher ces méchants bien trop nombreux pour être correctement exploités, rendant certains d'entre eux inutiles comme le bouffon vert qui, en VF, est doublé par Olivier Giroud. Ah bah, c'est pas un défaut du coup. Effectivement, puisque son faible temps d'apparition nous protège de ce doublage sans âme, le footballeur étant dans ce domaine plus proche du karting que de la Ferrari. Mis à part ça, je ne vois pas ce que l'on peut reprocher à ce Spider-Man, et visiblement je ne suis pas le seul vu les critiques élogieuses et son Oscar du meilleur film d'animation. Un plébiscite qui se ressent logiquement dans son exploitation en salle.
C'est faux, il a bidé. Alors pas un gros bide non plus, mais en rapportant 2 fois moins que The Amazing Spider-Man 2, qui avait déjà rapporté moins que le dernier Twilight, New Generation est de loin le film le moins rentable de cet univers cinématographique. Imaginez donc ma surprise lorsque sa suite fut confirmée, celle-ci devenant aussitôt l'un des films que j'attends le plus cette année aux côtés de Dune deuxième partie, Miraculous le film ou encore Indiana Jones et le cadran de la destinée. Je suis pas rancunier. Une impatience qui prouve bien que malgré les années et les déceptions, les super-héros n'auront jamais de cesse de m'émerveiller. Merci à tous d'avoir regardé cette 5e suite au top. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ça. Un grand merci également pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Et je vous dis à très vite pour la suite. Après, je préfère toujours Batman.